on est dans un stade où s'enclenche, suite à la dernière session à Genève, une phase qui va nous amener jusqu'à la COP de décembre. La COP, ce n'est pas que décembre, c'est un processus avec de l'informel et puis des réunions formelles. Les négociations auront 3 sessions formelles en juin, septembre et octobre. À partir on a franchi une étape quand même à Genève, il y a un texte de négociation. Alors, certes, il est très long, il est beaucoup plus gros que ce qu'il était en entrée, mais tant que les gens sont autour de la table, il n'y a pas d'échec. Mon voisin dit on ne saura pas si ça a échoué ou ça a réussi. Je dirais on ne saura pas si ça a réussi. On pourrait savoir que ça a échoué. Et je crois que donc pour l'instant on est toujours au contraire, le processus se développe, les gens sont on board, on posait les étapes de négociation. Alors, et puis effectivement, on a d'ici là à d'une part avoir ce débat sur les engagements des États avec des sujets très importants comme le reporting, ou les mécanismes de financement. Il y a aussi la question du financement, de l'adaptation, de l'atténuation, et puis la question de ce qui a été aussi évoqué par mon voisin, l'agenda des solutions, comment on pourrait faciliter ça. Donc ça, si vous voulez, la France est à la fois future présidente de la COP, donc elle se doit dans son rôle de faciliter la négociation tout en étant à l'écoute de tout le monde. Elle est aussi un des membres et un membre fortement impliqué de l'Union européenne, et puis c'est l'Union européenne qui porte la position de tous les États. On est actuellement dans un stade où, comme vous le savez, l'Union européenne, sur la base, M. Thomas l'a sûrement dit, mais sur la base des conclusions des conseils d'octobre, est en train de préparer, c'est un élément extrêmement important sur lequel notre crédibilité est en jeu, même si on a déjà posé des bases en octobre, en train de préparer ce qu'on appelle la contribution déterminée nationalement que doivent déposer les différents pays. Je crois que la Suisse a déposé cette semaine, a été la première à déposer sa contribution. La Commission européenne a fait une proposition, on en parle je crois, encore entre autres demain au Conseil des ministres de l'Environnement, où sera Madame Royal, notre ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Et je crois qu'il est important que l'Europe, qui a déjà quand même beaucoup défriché son ambition collective en termes d'énergie et de climat, puisse déposer rapidement sa contribution. C'est le souhait de la France. Il y a encore quelques sujets, dont la forêt, entre autres, mais j'espère qu'on va y arriver. Donc, je crois que c'est au-delà de la France, c'est l'Europe qui évidemment a un rôle à la fois quelque part, malgré tout, c'est important, c'est parfois critiqué de dire ça serait de l'exemplarité naïve, mais non, moi je dirais c'est la responsabilité d'un certain nombre de pays développés, la common base but differentiated responsibility. Il y a une responsabilité, on doit avoir une crédibilité, une cohérence, et c'est important qu'on dépose nos propositions et puis que bien entendu on soit comme avant actif pour rapprocher les points de vue sans perdre de vue les intérêts de l'Europe. En même temps, on a aussi, puisqu'on se propulse dans du post-2020, c'est très bientôt, donc la Commission est à la fois très active mais aussi très attendue par les États membres pour préciser maintenant ce paquet énergie-climat 2030 en termes législatifs, en termes d'outils, en termes de coordination. Je ne sais pas si cela a été dit, mais 3 communications sont sur la table, celle pour la COP 21, celle sur l'Union de l'énergie, et une sur les infrastructures énergétiques, les interconnexions entre autres, qui sont un des éléments importants de cette politique énergétique qu'on essaye d'asseoir sur des pieds équilibrés entre sa durabilité et son insertion dans la lutte contre le changement climatique, le volet sécurité d'approvisionnement et le volet compétitivité. Donc, on voit bien une France qui se veut d'être active et aussi une insertion dans l'Europe. Alors, sur la question du nucléaire, avant de dire sur le nucléaire à la table de négociation de la COP, je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de recul sur qu'est-ce qui peut apporter ses atouts et faiblesses par rapport au changement climatique et puis aux problématiques énergétiques. Ces atouts sont d'ailleurs un peu ses faiblesses, en tout cas, ou les questions qu'ils portent. Les atouts, c'est effectivement une énergie décarbonée où, grosso modo, en temps normal, on peut avoir une production de base un peu modulable et assez massive. Et quand ça marche, on voit on a un certain nombre de pays qui arrivent à en faire, qui en ont fait et qui en feront.
un socle de base de la production énergétique électrique. Donc ça, c'est extrêmement important. Son atout est une question qui se pose, je crois d'ailleurs ça a été évoqué par monsieur de la Grande-Bretagne, c'est une énergie qui est, ou qui, selon les contextes, peut être compétitive, moyennant un certain nombre de conditions. Je pense qu'en particulier, il y a la condition de bénéficier, en particulier pour le nouveau nucléaire, d'un peu d'effet de série. Parce qu'un pays qui tout seul ferait un jour son design pour une seule centrale, on n'est pas très sûr, même si elle est très grosse, qu'il en tire les meilleurs bénéfices en termes de coûts. Ça ne veut pas dire qu'on soit obligé de faire 400 réacteurs avant d'atteindre la rentabilité. C'est clair aussi, et là on revient sur le climat, que par rapport, et ça c'est vrai aussi pour les renouvelables, par rapport aux fossiles, qui sont certes eux beaucoup plus volatiles en termes de prix, la rentabilité dépendra de l'ambition climatique. Parce que si on n'a pas d'ambition climatique, globalement, on a, en raison aussi des autres caractéristiques du nucléaire, il peut y avoir une tentation de dire, bon, bah, si on va faire de l'énergie vite et pas trop cher, on va d'abord faire du charbon et du gaz, qui ont leur place, qui l'auront. Mais donc, je pense l'ambition climatique, qui quelque part se traduira par un prix du carbone, est un des éléments pour les pays qui voudront y aller de la compétitivité du nucléaire. Ce n'est pas le seul, je ne dis pas que le nucléaire ne peut pas atteindre la compétitivité sans ça, mais ça sera un des déterminants. Plus le prix du carbone est élevé, plus les énergies décarbonées auront leur place. Alors, par contre, après, je pense dans les questions à résoudre, elles ont été évoquées un peu à la table ronde. Bah, comme c'est un peu massif, gros outil, même si on peut aussi aller vers les centrales taille moyenne, mais elles-mêmes seront quand même relativement grosses, et que c'est une énergie qui, par ailleurs, nécessite quand même des hauts niveaux technologiques, des hauts niveaux de sûreté, ça veut dire qu'elle, à mon avis, elle est bien placée pour répondre à des solutions, à des demandes fortes et croissantes dans des pays relativement solides, soit donc demande forte et croissante, soit demande de renouvellement de parcs importants. Et c'est un peu la géopolitique qu'on voit émerger des développements du nucléaire, où on voit par exemple la Chine ou d'autres grands pays émergents qui pourraient, eux, ou qui sont d'ores et déjà en croissance dans ce domaine. Alors après, quelle place globale dans le mix énergétique, c'est évidemment imprévisible. C'est évidemment pas la solution universelle. Rappelons que l'électricité n'est pas le seul mode de consommation de l'énergie, ni d'émissions de CO2. On a tout le sujet des transports et de choses qui sont parfois substituables par l'électricité, parfois pas. Il y a diverses prévisions peuvent être faites, et puis ça va dépendre effectivement des zones géographiques. Pas inintéressant de regarder ce que nous dit l'AIE dans sa technologie RoadMap de 2015, qui dit qu'un des scénarios possibles, c'est qu'on pourrait, en mariant diverses technologies décarbonées, plus le stockage de CO2, les renouvelables, le nucléaire, être sur des trajectoires assez proches des 2 degrés. Et là, il amène ce scénario, je crois, à 17% de nucléaire dans l'électricité mondiale en 2050, contre 11 ou 12 aujourd'hui, et sur une base plus grosse. Donc ça veut dire que c'est une des solutions technologiques et systémiques qui, dans ce scénario, peut être mobilisable. Alors, derrière, ça veut dire effectivement qu'il faut aussi qu'on ait les cadres. Et là, on vient plutôt sur des questions étatiques ou des grandes zones géographiques, cadres pour monter les projets, les cadres de sûreté, les cadres de débat politique et de transparence. En tout cas pour les pays, on va dire, à mode de fonctionnement démocratique, mais on peut dire même dans les questions d'acceptabilité et de transparence, elles émergent progressivement dans tous les pays. Et puis, il y a effectivement les cadres financiers et industriels qui sont importants. Les questions à la fois le financement, c'est comment les pouvoirs publics peuvent donner la lisibilité. Et là, je ne dis pas que c'est la solution, mais effectivement, ce qui a été mis en place en Grande-Bretagne avec le Contract for Difference est intéressant. Et il y a aussi le cadre industriel, ça nous ramène aussi d'ailleurs aux questions franco-britanniques, c'est la question de l'offre. L'offre industrielle, ce n'est pas forcément quelque chose avec un modèle univoque, mais il est certain que, en particulier pour des pays émergents où
newcomers, sont nouveaux entrants. Un atout, et ça peut être un atout d'ailleurs franco-britannique, ça peut être la combinaison des constructeurs, ensembliers, exploitants et de l'ensemble d'une filière, de l'ingénierie jusqu'au contrôle, et en passant par la construction de tous ordres, de la chaudronnerie au génie civil. Donc ça, c'est aussi pour l'énergie nucléaire européenne, dont le marché sera pas seulement en Europe, c'est aussi sûrement une des conditions de succès. Alors après, aujourd'hui, je pense qu'on a deux échelles de temps. On a un court terme et un moyen terme. Le court terme, il est quand même très clairement marqué d'un côté par les conséquences de Fukushima qui ont soit fait que certains pays sont sortis, soit que d'autres s'interrogent dans leur renouvellement ou dans le lancement de leur nouveau programme. Et le long terme, où on est certain que certains pays comme la Chine vont se développer et que d'autres, mais on ne saurait pas dire entre les pays européens, il y en a, on voit, il y en a qui sont lancés. On a la France, on a la Grande-Bretagne qui lance son renouvellement, on a l'Est qui va lancer des choses, mais à quelle date et sur quel volume, entre Pologne, République tchèque. Et puis, on a dans les pays émergents, vous savez tous que le Brésil, l'Afrique du Sud et les pays du Moyen-Orient, et peut-être ensuite d'Asie, sont... Après, c'est difficile de faire de la statistique sur 10 pays et des dizaines de gigawatts. Quelle est l'ampleur et où ça va se passer. Je finirai en disant sur la France pour dire que c'est un débat aussi bien entendu qui traverse la France, on en parle tous les jours ces derniers temps. Redire que pour la France, nous sortons bientôt d'un stade législatif de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, en redisant rapidement que d'abord, ce n'est pas une loi électrique, c'est une loi globale sur la production, la consommation d'énergie, aussi une loi climatique. Dedans, on a un volet économie circulaire pour produire un peu d'ENR, mais aussi pour économiser du CO2 en recyclant des matières. On a des volets transport, donc c'est un volet global où on a un peu en lien évidemment très fort avec le cadre européen des objectifs des gaz à effet de serre, des objectifs efficacité énergétique, des objectifs renouvelables, et puis un certain nombre d'outils. On tente de lever des freins en termes de simplification, simplifier des réglementations. De l'autre côté, avoir, par exemple, sur la rénovation des bâtiments, des obligations de rénovation, et aussi un certain nombre de moyens financiers qui ont été déployés. Ça va m'amener assez vite à l'action nucléaire. C'est aussi, sans dire que c'est la première fois, c'est dire c'est la première fois où c'est à la fois globalisé et formulé à ce point une idée d'une planification, alors non pas du plan quinquennal qui va définir tous les boulons, mais d'une révision périodique et concertée avec tous les acteurs et sous le regard du Parlement de la politique climatique et de la politique énergétique. On aura une stratégie nationale bas carbone corrélée à des budgets d'émissions de carbone dont nous pouvons dire sans vergogne que nous sommes allés, mutatis mutandis, les copier dans la récente loi anglaise. Donc, tous les 5 ans, on proposera une trajectoire, le gouvernement adoptera une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre par paquet de 5 ans, qu'on appelle les budgets carbone, en ayant copié ce qu'ont fait nos amis britanniques, et une stratégie à côté, une stratégie nationale bas carbone pour les atteindre. Et c'est donc sur 15 ans, puis tous les 5 ans, on révise et on fait glisser. Et on révise et on évalue aussi si ça marche. On évalue à tous les plans si ça marche au niveau carbone, mais si ça marche au niveau économique, etc. Et tous les 5 ans, on établit, puis on révise, une programmation pluriannuelle de l'énergie qui, elle, est sur 10 ans et qui est toutes énergies, à différence des précédentes, qui étaient plutôt des planifications plutôt orientées production. Là, ce sera une planification à la fois maîtrise de la demande et organisation de la production. Et c'est là qu'effectivement, on tracera l'évolution, entre autres, du mix de production électrique, qui reposera sur 2 grands piliers. Le nucléaire avec un horizon de 50% à un horizon autour de 2025, le président de la République l'a redit hier à Madrid, et les énergies renouvelables autour des 40%. D'ailleurs, le chiffre maintenant figure dans le projet de loi sorti du Sénat. C'est à partir de là qu'on doit effectivement maintenant décliner des trajectoires en liaison, bien entendu, avec l'ensemble des acteurs, dont les producteurs d'électricité, bien entendu EDF Nucléaire, mais il y a aussi tous les acteurs
par rapport à la production. Et l'entreprise devra, entre autres, établir un plan stratégique qui lui permettra aussi d'enclencher ce qu'on appelle communément dans l'acceptation commune aujourd'hui le grand carénage, mais plus globalement la vision moyennant, alors c'est quelque chose comme c'est revu tous les 5 ans, il faudra faire des fourchettes. D'ailleurs, la loi dit hypothèse haute, hypothèse basse, quelles hypothèses de consommation, d'export aussi, car on ne va pas se priver d'exporter. Si on développe des interconnexions, c'est pour que les uns et les autres puissent importer, exporter. Et à partir de là, quelle trajectoire de répartition des moyens de production, quels besoins en réseau aussi, et en déduire quelle prolongation et aussi quelle de centrales et quelle création à terme d'outils nouveaux, soit sur les générations actuelles, soit sur les éventuelles 4e générations. Il faut terminer. Donc, je tenais donc quand même non pas finir là-dessus, mais à repositionner ce débat qui n'est ni du tout nucléaire, ni une sortie de nucléaire, qui est dire le nucléaire en France est dans cette loi et dans la politique du gouvernement un élément important et durable du mix électrique. Et maintenant, concrètement, pas mal de choses restent à faire.